Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie, en compagnie de vos animateurs Charlotte Cousineau et Guillaume Houle. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. Contente de te retrouver à la veille du 1er juillet pour parler, on s'en doutera, d'habitation. Oui, d'habitation, parce que la situation au 1er juillet ne sera pas facile pour tout le monde. Aujourd'hui, on accueille Claude Pinard, directeur PDG, en fait, président-directeur général de Centraide. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Les gens vont peut-être se poser la question comment ça se fait que Centraide vient parler à des entrepreneurs en construction, de la crise de l'habitation et tout. Mais j'ai bien hâte qu'on développe le sujet avec toi, Claude, parce que ça touche l'ensemble de la société. Il y a des effets sur le terrain. Il y a des gens qui vivent concrètement cette crise-là, mais ça a aussi des impacts sur toute l'économie du Québec. C'est que j'ai bien hâte qu'on approfondisse le sujet ensemble. Tout à fait. Oui, et avant de se lancer dans le sujet du jour, on a quelques actualités en rafale à aborder. Et d'ailleurs, Guillaume, on ne peut pas passer à côté du PL 62, qui est nouveau projet de loi qui vient modifier les façons de soumissionner pour les projets publics d'envergure. Oui, on vient régulariser un peu ou encourager les contrats de partenariat, qui est une forme contractuelle qui nécessitait énormément de processus, de paliers d'approbation. On est venu réduire cette lourdeur administrative-là pour les donneurs d'ouvrages publics, notamment la Société québécoise d'infrastructure, le ministère des Transports, qui vont pouvoir octroyer des gros contrats, des contrats d'envergure en contrats de partenariat. Ça devrait faciliter l'accès au marché public pour les plus gros joueurs de notre industrie. On a soumis notre mémoire, l'Association de la construction du Québec, qui fait état de nos préoccupations, notamment en termes de grosseur de contrats et de grosseur d'entreprises qui peuvent soumissionner sur les contrats. On va voir où va s'en aller le projet de loi. L'étude détaillée a débuté avant la fin de la session parlementaire qui s'est terminée au début juin, mais va reprendre au mois de septembre. On nous dit autour du 10 septembre pour la suite du projet de loi. On espère que ça va porter fruit et qu'on aura des nouvelles méthodes de soumission dans le secteur de la construction pour faciliter les processus. Dieu seul sait qu'on a besoin de simplicité et de simplification dans notre industrie. Effectivement. Un autre sujet, cette fois-ci, qui a attiré ton attention, Charlotte, Recyc Québec qui s'attaque aux résidus de construction, rénovation et de démolition. Oui, exactement. Recyc Québec a rendu public les mesures des réflexions d'un comité de 15 experts qui viennent des industries, construction, démolition, rénovation, l'objectif des travaux qu'ils ont réalisés, c'était de trouver des solutions pour réduire la quantité des déchets provenant de ces secteurs-là qui vont à l'enfouissement. Ça représente là, à peu près 30 % des déchets qui sont éliminés chaque année. C'est énorme, c'est le tiers. Pour l'ensemble là, des citoyens. Là. Oui, pour l'ensemble de tous les déchets qui sont enfouis à chaque année. C'est vraiment énorme. Fait qu'il faut vraiment travailler là-dessus à réduire à la source là, cette quantité de déchets-là. Fait qu'ils ont proposé 9 actions qui ont toutes sortes d'objectifs différents. Là. Il y en a 3 principalement, soit qui est de documenter la chaîne, d'agir directement en amont et d'outiller les acteurs de la chaîne parce que le but, c'est vraiment de venir diminuer ça pour rendre l'industrie beaucoup plus durable. Pour vraiment venir améliorer ça, ce qui est quand même une bonne nouvelle en soi, à voir si ça va porter fruit, qu'est-ce qui va se passer avec ça, parce que on sait des fois c'est très complexe comme problème à régler, ça va vite, la construction aussi, fait que... Il faudrait pas qu'on nous impose certaines façons de faire sans nous encourager à procéder à ces façons de faire-là. Je pense surtout à l'imposition de recycler certains types de matériaux alors qu'il n'y a pas de débouché à la fin. Je pense entre autres au gyps où on veut nous imposer la récupération du gyps en chantier, trier le gyps quand on fait de la démolition, c'est déjà un exploit en soi. Ensuite de ça, le récupérer, l'envoyer dans un site où on peut le revaloriser là, pour pouvoir le réutiliser. Ça aussi, c'est un autre exploit à mettre en place. Bref, on va surveiller le dossier de très près parce que ça peut avoir des impacts concrets directement sur les chantiers. Effectivement. Bien hâte de voir ce que ça va donner. Et finalement, dernière nouvelle qui a attiré notre attention, c'est le fameux tramway de Québec qui irait de l'avant, qui serait
vraiment bon pour toute l'économie de l'industrie de la construction. Absolument. Quand on construit une infrastructure de transport en commun, même une infrastructure de transport d'envergure, généralement, on va voir du développement autour. Puis on l'a vu, entre autres, avec le REM à Montréal. Quand on a annoncé le REM, il y a des terrains qui sont vendus en bordure du trajet. Il y a des lieux qui se sont revalorisés également. Ça apporte un dynamisme économique important. Et Dieu se sait que Québec méritait d'avoir son tramway, d'avoir son infrastructure de transport structurant également. Et ça va amener une très belle effervescence économique dans la ville de Québec au cours des prochaines années. Un autre projet qu'on va suivre de près pour Absolument. voir les développements. Et on passe maintenant au sujet du jour, la crise de l'habitation. On en a parlé, on en parle aujourd'hui et on n'a pas fini d'en parler. Ça ne fait que commencer. Oui, on va aller droit au but, Claude. Tu me permets de t'appeler Claude? Oui, absolument. Non, super. En tant que PDG de Centraide Grand Montréal, vous avez été actif concrètement sur le terrain et aussi dans la sphère de la collaboration entre les différents organismes. Il y a plusieurs éléments que vous avez mis de l'avant. Il y a, entre autres, l'initiative en lien Ensemble pour le logement, que vous avez mis en place. GALO également, qui est le groupe d'accélération pour l'optimisation du projet de l'hippodrome, qui est un franc succès. Puis j'ai bien hâte de vous entendre là-dessus. Mais pourquoi Centraide est autant impliqué dans ces initiatives concernant le logement? Bien, merci de la question. Ça me permet de préciser. Moi, dans 2 semaines, ça fait 3 ans que je suis à Centraide. Et quand je suis arrivé, j'avais publié une lettre d'opinion dans les 4 quotidiens montréalais dans laquelle je disais qu'il faudrait se faire une définition de la pauvreté, une définition commune. Comprendre donc qu'est-ce qui fait qu'on a des personnes pauvres ou des gens qui vivent en situation de pauvreté dans le Grand Montréal. 6 mois plus tard, j'ai dit à un de mes collègues, je dis, donc qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Il dit, écoute, ça va être terrible, la crise du logement. Fait que j'ai dit, OK, explique-moi pourquoi. Fait qu'on a eu une conversation, puis on s'est mis à parler de portes, puis de prix élevés, d'inflation. On était post-pandémie, souvenez-vous, là, 2021. Et moi, je disais, Centraide, nous, on est aux premières lignes de l'aide aux personnes vulnérables. Donc, comment on peut parler de la crise de l'habitation de façon humaine? Donc, en parlant d'être humain, et non pas en parlant de porte. Et je sais, je suis à la Sécu, là, je devrais être content de parler de porte. Je suis très content de parler de porte, mais on voulait l'amener sous l'angle humain. Ouais. Et c'est donc ce qu'on a fait. Fait qu'on s'est assis avec, entre autres, avec McKinsey, qui nous a réalisé une étude qui s'appelle le revenu résiduel net, pardon. Et ça, ce que ça dit, dans le fond, ça dit, une fois que tu as payé tes besoins essentiels à la fin du mois, et quel est le revenu dont tu as besoin pour ne pas être négatif? OK? Et c'est un indice qui est synthétique. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire, synthétique? Ça veut dire qu'on a assumé que chaque personne était capable de se trouver un logement dans le premier quintile. Donc, on sait que ce n'est pas vrai, à cause de la disponibilité. Donc, 310 000 ménages dans le Grand Montréal, actuellement, terminent le mois négatif après avoir payé le logement, nourriture, se déplacer, se vêtir. Alors, moi, j'ai dit que mais on ne peut pas laisser ça de même. Quand on parle de 310 000 ménages, vous savez qu'on parle de 500-600 000 personnes environ. Et je me suis dit, mais ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a initié une série de mesures. On a été les premiers à demander à avoir un ministre responsable à 100 % de l'habitation. Ensuite, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire comme pour contribuer à la question de la crise? Bien, on a dit, on va rassembler les gens autour de la table, puis ça a donné GALO. GALO. Pourquoi vous êtes attardé à ce secteur-là, principalement de Montréal en particulier? Parce qu'il y a d'autres secteurs à Montréal aussi qui mériteraient qu'on les développe. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette initiative-là? Bien, c'est une excellente question, mais moi, je passe devant le terrain à chaque jour. C'est le commun. Souvent, je vais au centre-ville en vélo aussi. J'habite à Saint-Laurent, donc je passe littéralement sur l'ancien hippodrome. Et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Fait que je me suis mis à faire des recherches comme citoyen engagé et de voir aussi qu'il y avait des obligations de la Ville de Montréal d'arriver avec un projet
en dedans de 10 ans, sinon vous allez perdre le terrain. Puis je me disais, mais oui, mais quelle opportunité extraordinaire de regarder le développement littéralement d'une petite ville, là, et de le faire avec les citoyens. Moi, c'était ça mon angle. Naturellement, Centraide, c'est ça, on parle toujours de l'humain, de la dignité humaine. On est dans le quartier Côte-des-Neiges. On est à côté à Côte-Saint-Luc, à côté à NDG, donc un quartier qui est historiquement plus défavorisé. Mm-hmm. Je me disais, waouh, on peut véritablement faire quelque chose d'intéressant. Fait que c'est là que je suis allé voir Pierre Boivin, que je connaissais depuis une vingtaine d'années. Puis j'ai dit à Pierre, Pierre, faut que tu m'aides, il faut casser le modèle. Fait que qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, ça ne fonctionne pas. On va partir de la base, donc des besoins de la communauté, puis on va monter, démontrer qu'on est capable, en assoyant tous les acteurs autour de la même table, à collaborer puis à avoir une véritable conversation. Par tous les acteurs, là, est-ce que vous pouvez nous énumérer un peu le type d'acteurs qu'il y a autour de cette table-là? Alors, excellente question. On a l'IDU autour de la table. Oui, Institut de développement urbain. Absolument. On a des constructeurs, Prével, entre autres. Oui. Broccolini était autour de la table. On a naturellement la communauté, donc j'ai juste un blanc de mémoire, la CDC Côte-des-Neiges, pardon. Ouais. Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges. On a naturellement la ville, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral. Et on s'est installé et on a dit, OK, comment on peut faire ça? Fait qu'on a créé des sous-groupes. Donc, un sous-groupe de mobilité, un sous-groupe pour faire les chiffres, pour s'assurer que les chiffres fonctionnent. Un sous-groupe aussi de communauté pour voir quelles étaient les aspirations. Et je dois vous dire que je pense que la communauté a été surprise de voir qu'on pouvait arriver avec un taux de logement social aussi élevé, puis également un taux de logement abordable aussi élevé également. L'idée, c'était de voir, est-ce qu'on est capable, si on se met tout le monde ensemble, puis on oublie 2 secondes là, l'inflation, la pénurie de la main-d'œuvre, on oublie l'augmentation des matériaux de construction, puis on se dit, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose pour notre communauté? Et c'est ça qui est arrivé dans Gallo. Donc, c'est combien de portes exactement que ça va amener à Montréal? Alors, on parle d'environ 10 500 portes. Et là, au moment où on se parle, ce qu'on a annoncé à Gallo là, il y a 2 mois, en fait, c'est les 3 paliers du gouvernement mettent 2 millions pour terminer les études. Alors, vous connaissez ça mieux que moi, mais ça prend les études de phasage, puis s'assurer que les gens ne vivent pas dans le poussière pendant 10 ans. Ça prend les études, les commissions scolaires, les CLSC, et naturellement les infrastructures. Il n'y a pas d'infrastructure sur le site. Donc, il n'y a pas d'eau sur le site, ou à peu près pas. Donc, il va falloir mener ces études-là à bout. Mais on pense entre 10 000 et 10 500 portes. Donc, 5 000 serait, ou 4 800 seraient communautaires, sociaux, logements sociaux, et le reste serait abordable. Ce qui est important là-dedans, c'est que dans les logements sociaux, donc les 4 800, environ 60 des 4 800 seraient des très grands logements, donc des 5 chambres, 6 chambres à coucher, ce qui n'est pas disponible actuellement beaucoup dans le marché de Montréal, encore moins dans la Côte-des-Neiges, et c'est ce qui fait qu'on peut parler d'éventuellement un site qui pourrait accueillir 30-35 000 personnes. Oui, donc en comprenant 2 personnes par foyer, plus les enfants, etc., on arrive autour de 30-35 000 personnes. On crée littéralement, comme vous l'avez dit, une nouvelle petite ville au sein de la grosse ville de Montréal. Là. Absolument. Donc, c'est un projet qui est quand même d'envergure. Là, on a bien hâte de voir qu'est-ce que les études vont donner, notamment au point de vue des infrastructures publiques. On sait qu'il y a plusieurs municipalités dernièrement là, qui ont revendiqué des problèmes en termes d'approvisionnement en eau, entre autres, parce qu'il y a différentes façons de s'approvisionner en eau maintenant puis de gérer les égouts. Les infrastructures municipales ne sont pas nécessairement au niveau. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait un frein au projet de l'hippodrome à cause des infrastructures publiques? Moi, je m'attends à ce qu'il y ait plusieurs freins. Ouais. Mais je m'attends à ce qu'on combatte les freins, à ce qu'on soit en mesure de désactionner ces freins-là dans le but d'avancer. Et c'est un message que je veux passer ici ce matin. Et c'est un message qui concerne non seulement vos membres, mais également l'ensemble des membres de la société civile. Lorsqu'on s'installe autour d'une table, qu'on a une conversation et que notre seul intérêt est de régler la situation de la personne qu'on essaie d'aider, qu'on oublie nos intérêts corporatistes, bien, on est capable de faire quelque chose. Alors, Gallo, c'était présidé par Pierre Boivin, qui était président de Claridge, et par Jeanne Bègue du Fonds FTQ. Donc, on a patronat syndicat ici. Ouais. Après ça, on a les constructeurs. Après, on a les gens de la communauté. Après, on a les gens de certains groupes qui étaient prêts à se mobiliser. Donc, quand on se met tout le monde autour de la table, on est capable d'avancer. Et moi, c'est ce qui fait que je ne vois pas de frein à dire « Wow, ça ne fonctionnera pas ». C'est sûr que si les infrastructures arrivaient à un coût qui est complètement fou, il faudrait avoir une conversation.
Mais l'idée est vraiment d'essayer d'arriver à avoir, et là, tenez-vous bien, là, de faire une première pelletée de terre l'année prochaine, mais pas une pelletée de terre symbolique, une pelletée de terre avec le camion qui suit en arrière et qui commence à ramasser la terre. Ouais. Un vrai début de projet. Puis là, comme vous avez mentionné, quand vous avez mis tout ça en place, on oublie la pénurie de main-d'œuvre, on oublie le coût des matériaux, mais comment que là on fait pour convaincre les entrepreneurs d'embarquer dans des projets comme ça, d'embarquer pour construire des logements plus abordables, parce que ça reste qu'il faut quand même qu'il y ait un certain profit en bout de ligne. Définitivement. Puis dans une des réunions, je me souviens l'avoir dit, puis honnêtement, sur le coup, je n'étais pas certain de la réaction que j'aurais avec mes propos, mais est-ce qu'on sera capable, et je ne le sais pas, là, mais est-ce qu'on sera capable d'avoir le taux historique de profit sur ces projets-là? J'ai aucune idée. Est-ce qu'on peut tout le monde décider d'un taux de profit qui ferait du sens pour l'ensemble des membres? Je pense que ça devrait être ça, la conversation. C'est de dire, là pour les 10 prochaines années, dans ce projet-là, il faudrait viser tel rendement dans le but de faire en sorte que les chiffres fonctionnent. Et pendant ce temps-là, tout le monde travaille, les gens reçoivent des beaux contrats, puis on est capable d'avancer. Je pense que c'est ça, la conversation plus. J'ai l'impression que la contribution des membres de l'ACQ, éventuellement, puis écoutez, là, on est à l'étape des études, là, il n'y a pas d'appel d'offres sorti, rien de ça, mais c'est de se dire, qu'est-ce qui fait du sens pour tout le monde? Et c'est ça qu'il faut garder en tête, comment on va faire en sorte, tout le monde, d'avancer vers la solution. Puis là, vous avez des gros joueurs qui sont autour de la table, qui vont pouvoir, en quelque sorte, contribuer au montage de tout ça, vous guider à travers l'élaboration des projets, et s'assurer que le marché soit en mesure de répondre aussi aux demandes, du terrain. Parce que sur le terrain, concrètement, vous le vivez, vous les voyez, vous les côtoyez, les différents groupes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça se passe? Parce qu'on a tendance à s'imaginer, il faut construire, mais pour qui on doit construire en ce moment? Excellente question. Vous savez, moi, je parle de la crise du logement comme un effet multiplicateur sur la vulnérabilité des gens. Okay? Ça veut dire quoi? C'est que, rappelez-vous, là, fermez-vous les yeux 2 secondes, là, il y a 4 ans, on était en pandémie. On est sorti de la pandémie, on est parti en long week-end, j'aime ça dire ça. On est parti en long week-end et on est revenu, puis on était en pleine crise d'inflation. Et là, la crise d'habitation était exacerbée par la situation. Première chose qu'il faut dire sur la crise d'habitation, c'est pas la faute des gouvernements actuels. On parle de sous-investissement depuis 1992. Donc, ça fait 30 ans qu'on sous-investit. Donc, on a définitivement un problème. Et moi, je ne suis pas un adepte de blâmer quelqu'un. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, voici la situation qu'on a. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est de dire, wow, ça va nous prendre 5, 7, 8, 10 ans à rattraper certains du temps perdu. Pendant ce temps-là, il va falloir s'occuper des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Alors, quand je parle d'effets multiplicateurs, je parle de gens en banque alimentaire qui sont plus tôt, à la banque alimentaire dans le mois. Alors avant, on appelait ça du dépannage alimentaire. C'est-à-dire que vous y alliez vers le 27, 25, finir le mois. Maintenant, vous allez vers le 7 ou 8 du mois. Donc, c'est plus une tactique, c'est une stratégie pour nourrir votre famille. Imaginez-vous le courage que ça prend pour rentrer, franchir le pas d'une banque alimentaire, arriver, puis ils n'ont plus de nourriture. Donc, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est un aspect. Ça va créer beaucoup d'anxiété souvent chez les personnes. Donc, un peu de problème de santé mentale. Ça peut forcer une mère à se déraciner de son quartier dans le but d'essayer de trouver quelque chose de moins cher, ce qui n'arrivera pas dans le marché actuel. On sait, toutes les études le démontrent que ça va vous coûter plus cher, mais si elle réussit, donc, créer la pression sur la réussite éducative de ses enfants. Donc, c'est l'effet multiplicateur de la crise du logement. Fait qu'on parle de gens ici là, qui sont en banque alimentaire à cause qu'ils payent trop pour se loger. Puis là, quand je dis payer trop, ça veut dire quoi? Ça veut dire 50, 60 % de leur revenu mensuel. Au lieu de 30. Exactement. Et je vais vous conter une anecdote sur le 30 tout de suite après. Donc, il n'en reste pas beaucoup pour faire le reste du mois. Vous savez, le fameux 30, Charlotte, merci de le pointer. On n'a pas été capable de trouver ça sortait d'où. OK, c'est juste... Fait qu'on essaie de voir historiquement ça vient d'où, cette affaire-là. On ne l'a pas trouvé. Fait que s'il y a un auditeur qui le sait, appelez-nous, on serait vraiment intéressés. Il y a eu des références faites aux années 40, 50 dans certaines études, mais ça a été comme adopté par le système bancaire, puis c'est le système bancaire par les prêteurs. Et c'est ce qui fait que c'est le chiffre maintenant, mais on n'a pas trouvé de véritable explication. C'est ça. C'est ce qui est recommandé à l'heure actuelle, mais encore, il y a des gens qui
tendent à dire que c'est trop d'investissement, d'investir 30% de leur revenu, de ton revenu mensuel. Trop 30, alors que là, il y en a qui sont à 60? Là, il y en a qui sont à 50, 60. Donc, la situation est vécue difficilement sur le terrain par les plus démunis, par les moins fortunés d'entre nous. Puis c'est... Est-ce que on doit uniquement construire du logement social, du logement abordable à Montréal? Est-ce qu'il y a de la place encore pour de la construction privée, selon vous? Moi, je ne suis pas un expert en gestion de l'offre, mais ce que je vous dirais, c'est que ne faut pas déséquilibrer non plus. S'il y a un déséquilibrage qui a été fait dans les dernières années, il faut s'assurer qu'on fait ça de façon correcte. Je pense qu'il y a un coût qui doit être donné sur... quand je dis un coût, là, je veux dire, on doit tout le monde se mettre beaucoup de logement social abordable, mais je ne pense pas qu'on va réussir à convaincre vos membres à faire seulement du logement social abordable. Je pense qu'il faut... Ça va prendre un mix. Ça va prendre tout le monde autour de la table qui dit, je pense que c'est X pourcentage qu'il faut faire versus un autre Y pourcentage, bien allons-y, mais il faut commencer. Ouais. Le point, c'est qu'il faut commencer. Plusieurs politiciens là, qui parlent de 20% de logements hors marché. Quand on parle de hors marché, ça veut dire logement social abordable. Est-ce que c'est réaliste? Bien, écoutez, ça se voit dans plusieurs sociétés, disons, que je veux dire modernes ou riches, là. Il y a des exemples européens définitivement là-dessus. Est-ce que c'est réaliste? C'est un chiffre qui est réaliste. Dans le marché de Montréal, il faudrait me donner une année pour que je vous dise que c'est réaliste ou pas. On va faire des études. Non, mais une année, c'est-à-dire, est-ce qu'on vise ça dans les 10 prochaines années? Je vais vous dire que ce n'est pas réel. Mais si on vise 10, 15, 20 ans, peut-être que oui, ça peut devenir réaliste. Mais il faut définitivement aspirer à ça. Parce que là, on aspire, Guillaume, savez-vous quoi? On n'aspire pas... Puis c'est le côté un peu de ma job qui me fait le plus triper, c'est que on n'aspire pas nécessairement à construire 10 000 portes. On aspire à mettre de la dignité dans la vie des gens, puis faire une différence dans la vie de... Tu sais, tantôt tu as mentionné, je te tutoie, là, tantôt tu as mentionné les gens moins fortunés. Alors, si je vous dis que 50 000 $ par année, c'est un bon salaire, bien 50 000 $ actuellement dans le marché actuel du logement, il y a bien bonnes chances que tu te ramasses en banque alimentaire avant la fin du mois. Mm-hmm. Si tu es une personne seule, si tu es une mère monoparentale, si tu es une personne racisée, si tu es une personne âgée, et je pourrais continuer. Donc, 50 000, il y a 5 ans, on se disait, wow, tu sais, un bon salaire, 50 000. Ouais. Mais dépendant du marché où tu habites, de ta situation personnelle, tu peux être assez serré. Je peux même pas te dire que mes parents ont fait ça, 50 000 dans leur vie. Donc, c'est pour dire comment on change les époques assez rapidement. Le projet Gallo va de l'avant. On a des besoins auxquels on doit répondre dans le Grand Montréal, partout au Québec. On s'est rassemblés. On a signé une lettre conjointe l'année dernière en juin 2023. On interpellait le premier ministre. On disait que ça prend un plan d'action concerté au Québec. On a répété l'initiative la semaine dernière. Est-ce que Gallo peut être un modèle à adopter au Québec pour l'ensemble du projet immobilier qu'on a, ou l'ensemble du défi immobilier qu'on a devant nous pour construire davantage d'unités de logement, pour répondre à tout le monde, en fait? Est-ce que ça peut être une piste de solution? Bien, moi, ma réponse courte à ça, c'est définitivement, et ça a été pensé comme ça, dans la mesure où comment on peut faire une différence, montrer aux gens comment on peut le faire. Mais ce qui est important pour les auditeurs, là, c'est que vous êtes avant tout des citoyens avant d'être des membres de la Sécu. Okay? Et ces citoyens-là, vous vivez dans des communautés, des communautés qui sont plus larges ou plus restreintes, et vous n'avez pas à attendre après un plan gouvernemental. Vous pouvez faire une différence au quotidien et commencer immédiatement. Et commencer des petits gestes immédiatement. Rapprochez-vous des organismes communautaires, allez voir ce qui se passe, regardez les besoins dans vos communautés. Et moi, je vais vous dire, il n'y a personne qui m'a dit non. Il n'y a personne qui m'a dit « ça ne nous intéresse pas ton affaire, ça n'a pas de bon sens, c'est social ». Jamais, jamais, jamais. Les gens veulent contribuer, comprennent la crise, comprennent que la crise va être longue et qu'on va être dans cette situation-là de façon prolongée. Donc, les gens veulent contribuer. Fait que soyez un contributeur, attendez pas les plans, let's go. Il faut que tout le monde contribue aussi. On a besoin de l'aide de tous. Absolument. Moi, je ne verrais pas une meilleure façon de terminer notre émission avec ces belles paroles, ces sages paroles. Merci beaucoup, Claude, de t'être prêté au jeu. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci pour ta contribution pour le secteur de la construction, mais pour le secteur de l'habitation et pour les groupes sociaux également. Merci
énorme merci, Charlotte, aussi, pour cette saison qui se termine. Oui, et on se retrouvera pas le mois prochain, Guillaume, car on sera en vacances Absolument. De la construction, déjà ou enfin. Et on se retrouve donc en août pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.